quand même sur le réseau des instituts techniques là, que je représente. Bon, c'est une singularité que nous avons en France, c'est cette organisation de la recherche appliquée à l'agriculture, qui travaille évidemment avec la recherche académique, l'INRA, l'IXTA, etc., le CNRS aussi, et qui travaille aussi avec les organismes de développement, les chambres d'agriculture, les coopératives, etc. Donc c'est une vraie particularité française. Alors ce réseau, il est composé de 18 instituts techniques aujourd'hui, qualifiés, donc reconnus par l'État. Et l'ACTA, en fait, est l'organisme qui fait l'animation de ce réseau et traite aussi des sujets transversaux à l'ensemble des instituts. Il faut vous avouer que depuis ces dernières années, il y a de plus en plus de sujets transversaux qui intéressent la recherche appliquée. Bon, je ne rentre pas dans le détail, alors je crois qu'il faut appuyer, voilà, ah non, c'est pas ça. Hop. Voilà, à mon avis, c'est dans l'autre sens, oui, voilà. Donc ce réseau, représente à peu près 1800 personnes qui travaillent dans différents domaines, hein, donc production végétale, production animale, en France et aussi outre-mer. On est aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les projets européens, et donc on va émarger des projets de recherche européens, H21 en particulier, mais d'autres aussi. Et on travaille aussi sur des projets nationaux. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. On a créé il n'y a pas longtemps, il y a à peine quelques semaines, ce qu'on appelle l'annuaire des compétences. C'est pour vous permettre d'aller retrouver exactement quelles sont les compétences dont on dispose dans le réseau des instituts. Donc si vous faites sur Internet annuaire des compétences, institut technique, ou ACTA par exemple, vous allez tomber dessus et ça vous permet d'aller chercher des collaborateurs qui ont une spécialité et qui peut peut-être vous intéresser pour accompagner un projet ou une réalisation à l'échelon régional, national, européen ou international. Bon voilà, on est aussi organisé en région, il y a à peu près 200 implantations des instituts techniques sur le territoire français et métropolitain. Alors c'est une vraie richesse parce qu'on a une diversité de situations. C'est aussi un petit handicap parce qu'au niveau régional, ça manque d'identité et donc on a créé un réseau régional pour être représenté d'une seule voix au niveau de chaque région. Alors oui, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une représentation un petit peu de la recherche fondamentale, recherche appliquée, le réseau ACTA, et puis le développement. C'est, si on regarde une échelle d'aboutissement de l'innovation que vous avez à gauche, là, vous voyez que ce maillon de la recherche appliquée il est très particulier. On a du mal à retrouver ce type d'organisation à l'étranger. Et du coup, c'est une vraie richesse que l'on doit exploiter, notamment dans l'interaction avec les entreprises porteuses d'innovation. Et aussi, vous voyez que ça nous oblige à travailler ensemble. Et récemment, on a créé un organe qui s'appelle la cellule Recherche, Innovation, Transfert, qui a pour objectif justement d'accélérer l'innovation depuis le stade où on la découvre jusqu'au moment où elle est utile aux producteurs. Et donc voilà, notre volonté, c'est vraiment d'accélérer les innovations qui demain sont susceptibles de rendre service aux producteurs. Alors je me trompe de flèche à chaque fois, voilà. Alors, oui, juste un petit mot, Sébastien m'avait posé la question, qu'est-ce qu'il va y avoir demain comme innovation? Alors c'est la question qu'on se pose tous les jours, ça. On se dit, bon ben voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir comme innovation? Et en général, elle arrive parfois à des endroits où on ne l'attendait pas. Bon, c'est comme ça. Et puis il y a des moments aussi où elle arrive et on sait qu'elle devait arriver. Donc je ne vais pas vous parler des choses qui vont arriver qu'on ne connaît pas, parce que voilà, par définition, elles sont difficiles. Mais il y a quand même pas mal d'idées, vous voyez, si vous avez l'occasion de regarder cette présentation en détail, il y a pas mal d'idées autour desquelles l'innovation peut arriver, alors dans des secteurs extrêmement différents, du numérique au génétique, en passant par des solutions de biocontrôle, etc. Tout ça est en marche. Alors moi, je vais vous parler de quelques-unes de ces innovations. J'en ai sélectionné 3. La première, c'est autour des agroéquipements. Je pense que nous sommes en train de vivre un changement au niveau des agroéquipements. On a connu, on va dire dans la période après-guerre, le développement de la mécanisation, qui
nous a permis de développer un certain nombre de fonctions, d'aller plus vite, de diminuer les coûts, etc. Et aujourd'hui, on passe à l'ère des agroéquipements intelligents, c'est-à-dire qu'ils sont en plus dotés d'autres choses, souvent de capteurs, d'algorithmes, etc., qui permettent de développer de nouvelles fonctions qu'on n'avait pas jusque-là. Alors, je voulais signaler deux initiatives donc, au niveau français. C'est l'initiative Robagri, qui a été stimulée par XPA et puis par Axema, qui met autour de la table des acteurs de l'innovation autour des agroéquipements, justement dans des métiers extrêmement différents. Les capteurs, les moteurs, etc., les systèmes de guidage. Et donc l'idée, c'est de mettre autour de la table des gens qui ont des compétences différentes et de voir comment on peut construire des agroéquipements intelligents de demain. Alors c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose pour le coup qui va s'amplifier. Je voulais signaler aussi le Challenge Rose, qui est une initiative qui est née de trois ministères, le ministère de l'Agriculture, de l'Écologie et puis de la Recherche, qui tous les trois ont dit on va faire un challenge, c'est-à-dire on va doter une initiative de recherche appliquée pour essayer de créer les agroéquipements de demain. Voilà. Et donc cette initiative a donné lieu à des projets qui sont en cours et qui travaillent sur comment on peut substituer une partie des produits phytosanitaires par des agroéquipements intelligents. Donc c'est en cours et à mon avis, ça va donner des résultats intéressants. Alors, j'ai un petit souci avec la... Voilà, du coup ça va un peu vite. Voilà. Alors, toujours sur les agroéquipements, on rentre dans l'ère de la robotique. C'est déjà le cas, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau, la robotique existe. Vous avez ici des choses que vous connaissez peut-être. Vous avez le robot aspirateur que certains ont peut-être, voilà, qui a des séries depuis quelques années. En 2011, il a été vendu plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. Vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a pris très vite. À droite, vous avez les robots de tonte, et d'après certains, on pense qu'il se vendra entre 120 000 et 130 000 robots de tonte par an. Donc ça, c'est selon Bricorama. Et puis, vous avez en bas un autre robot que connaissent les éleveurs, c'est les robots de traite. Aujourd'hui, vous avez autour de 8000 robots de traite qui sont installés. On pense qu'il y a à peu près, sur une nouvelle installation sur deux, un robot, donc une nouvelle exploitation laitière sur deux qui s'installe avec un robot. Vous voyez, c'est déjà quelque chose qui est parti, qui existe, et qui, à mon avis, va se prolonger. Alors là, vous avez des exemples de robots. Alors vous avez ici, par exemple, il n'y a pas de pointeur, si peut-être, bon, bref, peu importe, à gauche, vous avez un des prototypes qui est étudié dans le cadre du Challenge Rose. Vous avez en haut à gauche un petit robot qui travaille déjà chez les céristes et qui est capable de déplacer des pots, de les ordonner selon un sens très précis. Et donc du coup, vous voyez, tout l'intérêt, c'est que ça va plus vite, ça évite les erreurs, et puis ça permet d'alléger, on va dire, la pénibilité du travail, et donc c'est le petit robot qui s'en occupe tout seul. Donc il va déménager les pots, il va les mettre ailleurs, il les met dans un ordre différent, etc. À droite, vous avez des robots qui sévissent dans des élevages, des poulaillers par exemple. Alors là, vous avez un robot qui régénère la litière, vous en avez un au milieu qui pousse le fourrage près du cornadis, etc., etc. Et on en a aussi en termes de prototypes dans les champs. Alors, voilà, c'est pas si... Bon, et puis vous avez aussi tout un tas de machines. Alors, c'est pas véritablement des robots, mais c'est des alternatives aux herbicides qui développent des fonctions herbicides avec des actions mécaniques ou électriques. Vous avez en bas à droite un robot, enfin un outil qui fait du désherbage électrique. La plupart de ces agroéquipements sont aujourd'hui combinés à des capteurs, de l'électronique, etc. Et donc, c'est des outils qui, à la fois, prennent de l'information, mais peuvent aussi en délivrer. Alors, pourquoi sur la robotique, donc, vous voyez que l'enjeu, c'est bien sûr la qualité de vie, l'environnement, le coût de production. Voilà. Alors, les verrous. Quels sont les verrous aujourd'hui qu'on identifie? Il y en a plusieurs. Il y a par exemple la question de l'autonomie.
Donc il faut avoir, c'est un peu comme les voitures électriques, il faut avoir des robots qui ont une certaine autonomie, compte tenu des parcelles que l'on a à traiter. Il y a la question du guidage aussi, du traitement de l'image, c'est-à-dire un robot qui se promène et qui est capable d'identifier une plante. Il faut aussi qu'il puisse avoir un système de reconnaissance, etc. Donc vous voyez, il y a plein de verrous techniques à lever, mais il y a quand même des initiatives intéressantes, je les ai citées tout à l'heure, la Robagri et puis Challenge Rose. Et je pense très honnêtement que très rapidement, c'est probablement les innovations qui vont arriver le plus rapidement dans les cours de fer. Bon, après, il y aura évidemment la fiabilité, le coût aussi qui est important, etc. Mais déjà, certains sont utilisés en termes de manutention, par exemple, et ont bien intégré une chaîne économique tout à fait rentable. Alors, je voulais vous parler aussi d'une deuxième innovation, une innovation dans le domaine des pratiques culturelles. Je pense qu'aujourd'hui, le paysage des pratiques culturelles se complexifie. On était, on va dire, dans un univers où il y avait du conventionnel, du bio, quelques pratiques culturelles sous cahier des charges, etc. Et aujourd'hui, il y a un éclatement de tout ça, et il y a des modes de culture très différents. Alors j'en ai mis quelques-uns. Ici, vous avez du relais cropping à gauche, du Smith couvert un peu plus loin, du striptease encore un peu plus loin. On pratique parfois des cultures associées, on parle aussi de mélange d'espèces, etc. Et donc, l'enjeu, là, c'est de voir comment on peut faire face au changement climatique, à la compétitivité aussi, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative, et puis aussi à la durabilité des systèmes de production. Donc ça, c'est dans le domaine du végétal. On pourrait aussi trouver le même genre d'innovation du côté de l'animal. Alors, en termes de verrou, aujourd'hui, il y a un verrou qui apparaît très clairement, c'est le verrou du glyphosate. Parce que beaucoup de ces systèmes-là sont liés à un moment donné à une maîtrise soit des couverts, soit des adventices. Et donc, le glyphosate est un produit qui rend un service très spécifique, très particulier, qu'on n'arrive pas vraiment à couvrir avec d'autres solutions aujourd'hui. Donc, il y a un vrai verrou sur lequel on travaille. Et il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en place. Il y a en particulier le centre de ressources, qui est un endroit où on indique, sur lequel les instituts techniques, les chambres d'agriculture, mais aussi les INRA travailler, un endroit où l'on met toutes les alternatives que l'on connaît efficaces au glyphosate, avec des témoignages, des vidéos, des analyses technico-économiques, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui va évoluer aussi très vite, qui est de nature complètement différente, mais ça peut aussi se rejoindre que le précédent. Et puis le troisième que j'ai choisi, pour faire plaisir à Sébastien, il faut en trois. Donc le troisième que j'ai choisi, c'est le numérique agricole qui se développe très très vite. Mais quand on a dit numérique agricole, en fait, on n'a rien dit, parce que ça recouvre un ensemble extrêmement large et divers de situations et de cas d'espèces. Alors l'enjeu autour du numérique agricole, un des enjeux que je perçois, moi, personnellement, c'est l'enjeu de la valorisation de la donnée. L'idée, c'est de dire, voilà, tous ces systèmes de production agricole, végétaux, animaux, etc., vont produire de la donnée, en produisent déjà. Ces données, on sent qu'elles ont une valeur, c'est-à-dire que combinées avec un outil, une information climatique, un algorithme quelconque, un modèle, etc., on peut donner de la valeur ajoutée à cette donnée. Et bon, on a beaucoup d'exemples où, voilà, en combinant différentes données, on apporte une autre information à un autre service. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs verrous. J'en identifie personnellement deux sur le plan technologique. Le premier, c'est l'interopérabilité, c'est le fait que les données puissent se parler. Si on a des données, mais elles ne peuvent pas communiquer avec d'autres systèmes d'information, ça n'amène rien. Et là, il y a une initiative intéressante qui s'appelle API Agro, qui propose justement une solution pour amener de l'interopérabilité entre les systèmes d'information. Il y a aussi une autre initiative qui correspond à... Alors, il y a un autre verrou, c'est les applications. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas d'application, le cas d'usage, les gens ont des données, mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Donc, il faut aussi développer
développer des applications parallèles à ça. Et puis l'autre initiative que je voulais signaler, c'est Numagi, dont parlera Philippe tout à l'heure, qui est une initiative qui apporte un plus dans l'approche standardisée de la donnée, puisqu'aujourd'hui on a un univers de données extrêmement varié, et c'est beaucoup plus compliqué de gérer ces données-là s'il n'y a pas des standards de réflexion. Bon voilà, je suis conscient que c'est un petit peu rapide, je suis désolé, mais ça fait partie aussi de l'exercice. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul.